temporaire, 6 mois ou voire moins. Et en fait, finalement, c'est les jeunes qui ont déjà le plus de ressources, qui sont aidés le plus longtemps, alors que les jeunes qui en ont moins sont souvent renvoyés à leur famille très rapidement à 18 ans, en fait. Et puis aussi, donc, avec des contradictions entre l'aide pendant la minorité, qui est une aide contrainte, et l'aide durant la majorité, qui est une aide volontaire. Et puis aussi, un peu des contradictions entre la volonté pendant la minorité de multiplier finalement les ressources de l'enfant et parfois une réassignation de l'enfant à sa famille de naissance à 18 ans, ou par exemple des dispositifs qui sont très centrés sur l'acquisition d'une indépendance matérielle, mais qui font un peu fi de la question de l'autonomie relationnelle. Alors, mais, là j'ai fait beaucoup de critiques sur ces dispositifs, et cela dit, c'est aussi, c'est déjà bien qu'ils existent, mais on peut penser qu'il y aurait des perspectives d'amélioration et surtout de l'importance d'un filet de sécurité pour l'ensemble des jeunes sortants. Tu vois que Alors, les travaux qui sont intéressés à la sortie des jeunes passant par la protection de l'enfance, donc ils sont intéressés à l'influence du placement pendant l'enfance à l'âge adulte, en montrant par exemple que plus le placement est stable et plus les chances de réussir à la sortie sont grandes. Ou ils se sont aussi intéressés à l'influence des parcours de sortie sur l'insertion à l'âge adulte, avec l'idée que donc sans grande surprise, que plus les jeunes sont accompagnés de manière longue et plus les parcours de sortie sont aisés. Ça, c'est pas une grande surprise. Il y a d'autres travaux qui sont intéressés à des typologies de sortie, alors souvent en ayant en tête une norme implicite d'insertion, donc en regardant finalement les réussites tant sur les questions scolaires ou de santé. Et puis il y a d'autres travaux qui sont intéressés aux enjeux relationnels de la sortie de placement, en montrant donc les inégalités relationnelles auxquelles les jeunes sortant de la protection de l'enfance sont confrontés, à la fois en termes d'étendue de réseau social, mais aussi en termes de possibilité d'activer ce réseau pour des demandes d'aide. Et puis, il y a d'autres travaux qui se sont intéressés à la question de la construction identitaire des jeunes placés, en étudiant différentes dimensions. Donc, par exemple, il y a des travaux déjà anciens de Vincent de Colléjac qui montraient la question des conflits de classe, c'est-à-dire donc des jeunes qui passent d'une classe sociale à une autre et les conflits psychiques et sociaux que ça peut engendrer. Il y a d'autres auteurs qui sont intéressés à la question de du poids de la religion dans ces parcours, et parfois avec des changements de religion et l'influence de ces changements de religion. Et puis d'autres auteurs sont intéressés à la question du genre et notamment aussi de l'orientation sexuelle, donc en montrant des parcours plus labiles. Alors, par rapport à ces travaux, on a essayé de se dégager de l'idée d'une norme d'insertion. Donc, on n'a pas voulu axer les questions sur la question des réussites à la sortie. Et ce qu'on a plutôt voulu montrer dans notre recherche, c'est que chaque parcours de sortie représente une épreuve singulière, et que finalement, selon les parcours et selon les supports, les épreuves traversées par les jeunes sortant de la protection de l'enfance ne sont pas les mêmes. Alors, durant cette enquête, en fait, donc, il y a 36 jeunes de 16 à 26 ans qui ont été interrogés, et donc qui ont été interrogés par un groupe de chercheurs pairs, donc de 14 jeunes chercheurs pairs. Donc, il y a Léo aujourd'hui, mais il y avait aussi d'autres jeunes dans ce dispositif. Et donc, c'était des récits dialogiques, donc à deux, dans lesquels les chercheurs universitaires n'étaient pas présents. Donc, c'était des récits dans l'entre-soi des pairs. Et après, on a travaillé donc, lors de différents week-ends, on a travaillé sur l'analyse de ces récits, donc, avec tout le groupe, donc, en cherchant à comprendre finalement ce que représentaient ces parcours de sortie. Et donc, on a élaboré une typologie des parcours pour essayer de rendre compte de ces parcours de sortie, en montrant à la fois que la transition à l'âge adulte, elle représente une bifurcation, c'est-à-dire que ça demande un choix finalement pour les jeunes qui sortent des dispositifs, ça demande finalement de faire des choix un peu radicaux, notamment des choix radicaux en termes de réseau social, et notamment ces choix ils sont d'autant plus radicaux qu'une certaine partie de leur réseau a été disqualifiée aussi par la prise en charge, et donc ça demande de se repositionner finalement, tant par rapport au milieu de protection que par rapport au milieu de la famille de naissance. Et néanmoins, même si la sortie représente une bifurcation,
Ce dont on s'est aperçu finalement en analysant ces entretiens, c'est qu'il y avait aussi des fortes continuités dans les parcours, c'est-à-dire que, pour le dire un peu vite, finalement, les jeunes sortent des dispositifs comme ils y sont entrés quelque part. C'est-à-dire que dans leur récit, il y a des fortes analogies en fait entre la manière dont ils décrivent leur entrée dans le dispositif et la manière dont ils décrivent dans la sortie. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à la fois il y a le temps de la transition, c'est un temps d'ouverture des possibles, avec des évolutions possibles, et en même temps, c'est aussi beaucoup un temps un temps qui reproduit finalement l'entrée. Alors je vais le développer avec donc trois types de notre typologie. Donc la première, le premier groupe d'enfants, ça représente des enfants qui sont rentrés très tôt dans les dispositifs, donc avant 6 ans, qui sont restés longtemps dans les dispositifs et qui ont connu plutôt un placement stable, c'est-à-dire qu'ils sont restés plus ou moins au même endroit pendant toute leur enfance en fait. Alors pour ce premier groupe, finalement, l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle les milieux supplétifs, ont représenté un repère, un lieu repère. Et à l'intérieur de ce premier groupe, on va distinguer 2 sous-groupes. Donc pour un premier sous-groupe, en fait, ils ont eu l'impression qu'ils ont été autorisés par leurs parents à investir les milieux supplétifs. C'est par exemple des parents qui vont dire je te confie à cette famille d'accueil, gardez-le bien. Et inversement, les milieux supplétifs vont les encourager à garder un lien avec leurs parents. Par exemple, une famille d'accueil qui dit va voir ta mère du pays, c'est important que tu la connaisses. Enfin, donc dans les deux acteurs principaux, finalement, laisse une place à l'autre et finalement autorise finalement la relation à l'autre en fait. Et au travers de ce premier lien important avec donc une famille d'accueil ou un éducateur, finalement ces enfants-là vont construire d'autres liens pérennes dans leur environnement, avec à la fois les autres enfants accueillis sur le même lieu, mais aussi avec d'autres référents éducatifs. Et finalement, ils vont pouvoir élaborer des relations stables finalement avec les différents membres de leur environnement. Ils vont s'investir dans ce qu'ils appellent leurs projets scolaires, et dans leur scolarité, et dans les projets professionnels. Et ils vont avoir le sentiment d'être accompagnés à l'âge adulte, que la transition à l'âge adulte est une forme de continuité de ce qu'ils ont déjà connu. Alors qu'un second sous-groupe, à l'intérieur de ce premier cas, en fait, a l'impression que les milieux supplétifs les ont dressés contre leurs parents, ils ont mis beaucoup de barrières contre leurs parents, qu'ils ont construit un récit un peu qui va à l'encontre de leurs parents, par exemple en les construisant comme des personnes dangereuses, qui pourraient les entraîner sur la mauvaise pente, etc. Et donc, du coup, ils appréhendent, même s'ils ont presque connu que la protection de l'enfance, ils appréhendent finalement cette entrée comme une rupture, en fait. Et ils vont aussi appréhender la sortie comme une rupture, même s'ils ont construit des liens durant l'accueil, parce que souvent leur sortie va se passer sous la forme d'un clash, c'est-à-dire d'un conflit, par exemple, avec la famille d'accueil, par exemple un conflit sur la reconnaissance de par exemple, de leur orientation homosexuelle, ou un conflit sur leur choix d'études, etc. Et donc finalement, ils vont avoir l'impression que leur sortie s'élabore comme leur entrée, c'est-à-dire sous la forme d'une rupture, et ils vont être en rupture à la fois avec les milieux supplétifs et à la fois avec leur milieu de naissance, mais ils vont chercher à faire le chemin inverse, c'est-à-dire à retourner du coup vers leur milieu de naissance pour remplacer ce lien qui s'est interrompu avec les milieux supplétifs. Alors le second parcours, donc c'est ce qu'on a appelé les enfants aux liens détachés. Donc là, c'est une configuration totalement différente. C'est des jeunes qui rentrent très tardivement dans les dispositifs, autour de 14 ans, souvent après des parcours migratoires. Et eux, ils vont se définir comme déjà adultes avant de rentrer dans les dispositifs. C'est-à-dire qu'ils vont se percevoir comme déjà... finalement, ils ont eu le sentiment toujours qu'ils ne pourraient pas rester dans leur famille, qu'ils ne pourraient pas rester tout le temps là où ils étaient. Et ils ont le sentiment d'avoir aussi finalement joué un rôle d'adulte déjà dans leur famille, c'est-à-dire d'avoir été on pourrait dire parentifié, ou d'avoir joué le rôle, par exemple, le rôle de parent pour leurs parents. Et quand ils rentrent dans le dispositif, ils savent déjà qu'ils vont devoir sortir. En fait, ils y rentrent pour peu de temps et ils ne rentrent pas avec l'idée qu'ils vont s'installer dans ce dispositif. En fait, ils rentrent avec l'idée que ça va être un appui pour peu de temps. Ils rentrent avec l'idée aussi qu'ils veulent plus s'attacher, parce qu'ils ont déjà finalement, ils ont un peu fait le deuil de la famille en fait, quelque part. Et ils vont s'appuyer sur des appuis dans le dispositif pour construire leur parcours de sortie.
Et ils vont souvent construire un lien particulier avec une personne, un éducateur en particulier, une assistante sociale, un référent, qui va faire le lien avec leur vie d'avant, c'est-à-dire un éducateur auprès duquel ils vont trouver un appui qui fait une résonance finalement avec leur vie d'avant. Ils vont souvent se présenter comme étant acteurs de l'aide, acteurs de l'accompagnement, et ils vont vivre soit la transition en ayant le sentiment de s'être préparés à la sortie, ou soit qu'elle a été précipitée, par exemple dans le cas où ils se font exclure des foyers à 18 ans. Enfin, un dernier type de parcours pour aller vite et laisser du temps donc, pour présenter l'association. Donc c'est ce qu'on a appelé les liens suspendus. Donc là, on est du côté de jeunes qui rentrent autour de 11 ans dans les dispositifs, donc encore pendant l'enfance. Et dans ces parcours, en fait, il va y avoir deux possibilités. Soit des jeunes qui ont malgré malgré des milieux familiaux de naissance un peu adverses, des jeunes qui ont trouvé des figures d'attachement quand même dans ces milieux familiaux de naissance et qui vont trouver des supports dans les milieux supplétifs pour construire finalement un parcours de sortie. Mais souvent, c'est des jeunes qui vont plutôt être exposés à des prises en charge collectives et qui vont avoir le sentiment d'être accompagnés plutôt collectivement que individuellement. Et donc, ils vont plutôt utiliser les dispositifs comme un soutien, là encore, ponctuel, mais pas forcément comme un lieu d'affiliation ou un lieu de transmission. Et finalement, selon... plus le milieu familial de naissance était favorable, plus ils vont pouvoir construire finalement des liens avec le dispositif, et inversement, plus ils ont le sentiment d'avoir été niés, d'avoir été dévalorisés dans leur famille, et moins ils vont arriver à trouver des figures pérennes dans le dispositif d'aide. Et donc eux, ils vont osciller entre l'idée du sentiment d'avoir été accompagnés par le dispositif, ou au contraire d'avoir été oubliés, d'avoir été lâchés dans la nature sans suivi et sans nouvelles. Donc pour résumer, au-delà des trois cas qui mériteraient d'être développés un peu plus, ce qu'on peut percevoir, c'est que finalement, il y a une continuité entre la manière dont l'enfant a perçu finalement son entrée dans le dispositif et la manière dont il perçoit sa sortie. Donc ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que finalement donc, la notion de parcours permet de percevoir à la fois les continuités mais aussi les ruptures. La notion de parcours permet aussi du coup de saisir ce qui se joue dans l'institution, mais aussi l'institution supplétive, je veux dire l'institution de placement, mais aussi en dehors, et de comprendre aussi parfois les jeux de renvoi entre ces deux, l'institution familiale et l'institution supplétive. Et du coup, la notion de parcours, elle permet d'être attentive au fait que bien souvent, finalement, les inégalités relationnelles, familiales, vont être reproduites par des inégalités institutionnelles dans la socialisation supplétive. C'est-à-dire que finalement, il y a une forme d'équivalence ou de renforcement des inégalités, c'est-à-dire que les inégalités familiales sont renforcées par des inégalités institutionnelles. Alors pour contrecarrer ce discours un peu déterministe et pessimiste, Léo va présenter finalement donc la suite de la recherche et donc l'association qui est née des suites de ça. Bonjour à tous. Du coup, je présente